Bonjour à tous, tous nos voeux. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce début d'année pour notre webinaire, notre rendez-vous récurrent. J'ai la joie aujourd'hui d'être Oui, oui, secondée avantageusement je suis par là. Lucas Villain, qui nous a récemment rejoint en tant que collaborateur de notre bureau de Lille, mais il nous est bien connu et certains de nos clients le connaissent déjà puisqu'il œuvrait déjà en tant que stagiaire. Nous avons un ordre du jour assez dense puisque nous allons aborder la loi de financement de la Sécurité sociale 2026 ainsi que les jurisprudences marquantes de ces dernières semaines, voire mois. Et je vais céder la parole immédiatement à Lucas pour les mesures phares de la loi de financement de la Sécurité sociale 2026. Merci Marie-Charlotte. Bonjour à tous. Et donc effectivement, on commence ce webinaire avec les mesures phares de la loi de financement de la sécurité sociale de 2026. On vous a sélectionné un petit florilège de ces mesures qui, à notre sens, méritent une attention et une vigilance particulière. Alors ces mesures, elles rentrent en vigueur de manière successive dans le temps. Il y en a qui sont déjà en vigueur, qui est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2026, et d'autres qui vont entrer en vigueur de manière successive à compter du second semestre 2026. Alors s'agissant des premières, on note une augmentation du taux de la contribution patronale sur les indemnités de la rupture conventionnelle ou de mise à la retraite, qui passe de 30 à 40%. C'est une information à prendre en compte puisque les ruptures conventionnelles sont de plus en plus fréquentes. Et l'idée est ici évidemment de financer les mécanismes qui ne sont pas sans coût pour la sécurité sociale. Deuxième mesure qui, à notre sens, mérite aussi d'être mise en valeur, c'est l'extension de la déduction patronale des cotisations sur la rémunération des heures supplémentaires aux entreprises d'au moins 250 salariés. C'est ici un déplafonnement du régime social de faveur, une extension euh, du régime à des nouvelles entreprises bénéficiaires. L'idée est évidemment d'encourager le recours aux heures supplémentaires. Troisième mesure, je ne m'y attarde pas puisqu'elle fait l'objet d'un focus dans la suite du webinaire, c'est la création d'un mécanisme de modulation des cotisations patronales vieillesse pour sanctionner le non-respect de l'obligation de négocier sur les emplois seniors, nouvelle obligation de négocier dans les entreprises. S'agissant des mesures qui ne sont pas encore en vigueur, mais qui entreront en vigueur à partir du second semestre 2026, nous avons la majoration du redressement pour travail dissimulé, à garder en tête, qui passe de 25% à 35%. L'idée est ici évidemment de renforcer la lutte contre le travail dissimulé et de faire payer les mauvais élèves. Deuxième mesure, c'est la création d'un nouveau jour de congé supplémentaire de naissance de 1 ou 2 mois, une mesure bienvenue à l'heure de la recherche d'un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. On va ici gagner une période de congé indemnisé pour les deux parents. Et dernière mesure, c'est la durée initiale d'un arrêt de travail qui ne pourra plus excéder 1 mois et en cas de prolongation, 2 mois, sauf dérogation. L'idée est évidemment d'encadrer la délivrance d'arrêt de travail. Merci Lucas. Premier focus sur la loi de financement de sécurité sociale, la reconnaissance des maladies professionnelles, puisqu'il y a un changement de règles concernant la reconnaissance des maladies professionnelles. Avant, c'est le tableau qui est en bleu. On pouvait reconnaître les maladies professionnelles selon deux mécaniques. La première, soit la maladie figurait dans les tableaux du Code de la sécurité sociale et remplissait des conditions tenant au délai de prise en charge, liste de travaux ou délai d'exposition. Et dans ces cas-là, l'origine professionnelle était présumée ou les conditions n'étaient pas cumulativement remplies. Et dans ces cas-là,
il ne pouvait y avoir qu'une reconnaissance de la maladie professionnelle après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui supposait une expertise individuelle. À partir de cette année, sous réserve de décrets qui sont attendus, pareil, échelonnés un petit peu dans le temps, nous avons des modifications. Premièrement, une modification quant à la reconnaissance présumée d'une maladie professionnelle, puisqu'il va y avoir un assouplissement des modalités d'établissement du diagnostic pour s'assurer que la maladie rentre dans le tableau. Parfois, il y a des nécessités, par exemple, de passer une IRM, etc. C'est parfois difficile sur certains territoires de la France. Et du coup, il y a un assouplissement pour faciliter le diagnostic qui dépendra notamment des progrès de la médecine et sous réserve de décrets qui sont attendus au plus tard le 30 septembre. Après, si on est dans les cas de figure où les maladies ne figurent pas dans le tableau de la sécurité sociale, à ce moment-là, il faudra aussi qu'il y ait une adaptation attendue au plus tard le 1er novembre par décret, notamment tendant à une incapacité permanente qui sera non plus fonction et d'une incapacité professionnelle et fonctionnelle. Donc, quand on parle de fonctionnel, c'est notamment la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, etc., mais uniquement de l'incapacité permanente professionnelle, c'est-à-dire la perte de gain professionnel et à l'incidence professionnelle de l'incapacité. Et au plus tard, au 1er janvier 2027, on fera le distinguo entre la maladie professionnelle qui ne remplit pas, enfin en tout cas la maladie qui ne remplit pas les conditions, la seule condition de délai de prise en charge, mais qui figure bien au tableau. Dans ces cas-là, une simple reconnaissance après l'avis de 2 médecins conseils sera suffisant. Nous n'aurons plus besoin de passer par l'avis du CRRMP. Donc, les décrets sont en attente et bien évidemment, nous vous tiendrons au courant. Deuxième focus, c'est sur l'obligation dont je vous parlais il y a quelques minutes, c'est l'obligation de négocier sur les emplois seniors. Alors, un bref rappel, depuis la loi du 24 octobre 2025, il y a un nouveau thème de négociation périodique obligatoire, non seulement dans les branches, mais aussi dans certaines entreprises. Cette loi, elle est venue imposer une obligation de négocier sur les emplois et le travail des salariés seniors aux entreprises de 300 salariés et plus, dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives. Et bien dans ces entreprises, l'employeur doit engager au moins une fois tous les 4 ans une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés en considération de leur âge. En principe, une entreprise qui se soustrait à son obligation périodique de négocier, eh bien, elle encourt une peine d'emprisonnement d'1 an et une amende de 3 750 € d'amende. Cependant, en l'occurrence, la loi, elle n'a pas prévu de sanction en cas de défaut de procéder à cette négociation obligatoire sur les emplois seniors. Et donc, pour rendre cette négociation obligatoire effective, la loi de financement de la sécurité sociale, elle est venue assortir cette obligation d'une sanction financière particulière qui prend la forme en l'occurrence d'un malus sur les cotisations patronales dues au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage. Pour le moment, ce dispositif, il est assez imprécis et la loi renvoie pour une large part au pouvoir réglementaire le devoir de fixer les contours du dispositif et notamment des sanctions. Le législateur nous indique simplement que le malus sera déterminé, je le cite, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en faveur de l'emploi des seniors, ainsi que des motifs de sa défaillance sur la base de critères clairs. Donc pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations, mais tout ce qu'on sait,
c'est qu'il faut, dès aujourd'hui, sécuriser la réalité de la négociation sur cette thématique et la qualité aussi de cette négociation, et à défaut, du plan d'action qui devra être mis en vigueur. Merci Lucas. Passons désormais aux jurisprudences. Nous avons sélectionné 4 arrêts relativement récents qui portent tous sur la procédure d'inaptitude et qui viennent préciser certains points qui vont vous éclairer dans la mise en œuvre de la procédure de reclassement notamment, puisque lorsque l'employeur doit reclasser un salarié déclaré inapte, il doit normalement consulter le CSE, sauf s'il y a un PV de carence, et puis nous dire la jurisprudence. Et dans les faits qui étaient soumis à la Cour de cassation au mois d'octobre 2025, l'employeur faisait valoir le fait qu'il n'avait pas pu mettre en place le CSE en raison du retard de l'obligation, enfin du retard pris dans la négociation préalable à la détermination du nombre et au périmètre des établissements distincts à la suite d'une fusion. Et la Cour de cassation vient accepter ce motif pour dire que dans ce cas précis, effectivement, le défaut de CSE peut être justifié. Donc, on voit bien que la motivation n'émane pas directement de l'employeur qui subit lui aussi, quelque part, la négociation. Donc, on peut imaginer que on puisse réfléchir et raisonner par analogie, éventuellement sur une légère ouverture de cette obligation de consultation du CSE en cas de procédure d'inaptitude. Autre cas de figure, comme vous le savez, l'employeur doit rechercher un reclassement en cas d'inaptitude, sauf lorsque l'avis d'inaptitude mentionne que tout maintien de l'intéressé dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement. Dans les faits, le médecin avait oublié le terme gravement. Et du coup, c'était posé la question de savoir si il fallait quand même reclasser le salarié ou si c'était juste une omission matérielle. Rassurez-vous, a priori, c'est une omission qui a juste matériel, une simple erreur matérielle qui ne prive pas l'employeur de la faculté de procéder au licenciement sans rechercher le reclassement du salarié. Troisième jurisprudence intéressante, c'est que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué. En l'espèce, l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard d'un salarié victime d'une maladie professionnelle causée par une exposition à des produits toxiques. Et les juges du fond avaient rejeté la demande de licenciement abusif au motif que les griefs à l'encontre de l'employeur étaient très anciens. La Cour de cassation ne l'entend pas de cette voie-là et nous dit l'ancienneté du manquement est un motif impropre à écarter le lien de causalité entre le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié. Dernière jurisprudence intéressante également, c'est se poser la question de savoir si l'interruption, enfin en tout cas si l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement qui se prescrit par 12 mois pouvait être, si sa prescription pouvait être interrompue par une action en reconnaissance de maladie professionnelle intentée par le salarié. Donc, le salarié a 12 mois à compter de son licenciement pour solliciter cette indemnité spéciale, mais cette indemnité spéciale n'est due qu'en cas de maladie professionnelle. Or, l'action en recherche de maladie professionnelle, en reconnaissance de maladie professionnelle, ne vient pas interrompre le délai de prescription, nous dit la Cour de cassation. Pourquoi? C'est très simple. Il ne peut y avoir d'interruption de prescription lorsque les deux actions sont suffisamment mêlées et ont le même but. Or, là, les deux actions ont des buts différents. L'une a vocation à demander des dommages, enfin, une indemnisation spéciale à l'employeur, alors que l'autre vise à avoir une meilleure indemnisation de la part de la caisse. Donc, les deux ne sont pas liés et les deux prescriptions obéissent à des régimes propres. La jurisprudence suivante, c'est une jurisprudence du 10 décembre 2025 qui traite du refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail. Alors,
cet arrêt, pour être tout à fait transparent, n'est pas novateur, mais il a le mérite de préciser plus clairement l'enchaînement juridique qui est à l'œuvre lorsque la procédure de modification du contrat de travail se prolonge dans le temps jusqu'à après l'expiration de la période de protection dont bénéficie le salarié protégé. Alors dans cet arrêt, dans cette série d'arrêts, en réalité, on avait un projet de transformation de l'entreprise qui avait été mis en place par le biais d'un regroupement d'établissements. Dans ce cadre, l'employeur est venu proposer à l'ensemble des salariés concernés une mutation dans le nouvel établissement. Cette mutation, elle était en l'occurrence constitutive d'une modification du contrat de travail et ouvrait, en cas de refus, droit à un plan de départ volontaire ou un licenciement pour motif économique. Le salarié protégé en question refuse la mutation et donc bénéficie du PSE. Malheureusement ou heureusement, l'inspecteur du travail, heureusement pour la jurisprudence et les éclaircissements qui nous sont apportés, l'inspecteur du travail refuse ici l'autorisation de travail. L'employeur engage toutes les démarches nécessaires vis-à-vis des autorités administratives, mais le refus est confirmé. Donc le salarié ne peut pas être licencié. Finalement, le temps passe et la période de protection de ce salarié arrive à échéance et à la suite de quoi l'employeur propose à nouveau au salarié une modification de son contrat de travail, nouveau refus, pas de poste de reclassement. Donc le salarié est licencié pour le même motif. Le salarié conteste et il obtient un gain de cause, nullité du licenciement. La Cour de cassation, elle vient ici nous dire que le licenciement qui est prononcé à l'expiration de la période légale de protection, eh bien, il ne peut pas être motivé par un motif économique qui a été précédemment invoqué devant l'autorité administrative et qui a donné lieu à une décision de refus. Un tel licenciement est nul, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Donc ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la fin de la période de protection ne purge pas le refus de l'autorité administrative et qu'un nouveau motif de licenciement économique doit toujours être évoqué dans ce cas de figure. Un arrêt concernant la concomitance entre des faits de dénonciation d'un harcèlement et le licenciement justement du salarié ayant dénoncé les faits. Ouais. En l'espèce, un employeur était resté inactif face à des injures racistes qui avaient été prononcées à l'encontre d'un salarié et avait procédé au licenciement quasi concomitant du dit salarié pour des griefs que les juges du fond ont considérés comme non établis. Et de ce fait, la nullité du licenciement avait été prononcée. L'employeur s'est pourvu en cassation en disant qu'il n'y avait pas de lien entre le licenciement prononcé et la prétendue situation de harcèlement moral subie par le salarié. Il faisait valoir notamment que la lettre de licenciement mentionnait des griefs, mais ne faisait aucune mention du harcèlement dénoncé par le salarié. Et il reprochait à la Cour d'appel d'avoir établi et reconnu l'existence d'un lien entre le harcèlement et le licenciement, alors même qu'il n'y aurait pas eu de constat d'un lien concret et direct comme elle l'aurait dû. La Cour de cassation n'est pas de l'avis de l'employeur et nous informe que, au motif, je dirais, d'une jurisprudence constante, c'est au juge d'établir un lien entre le harcèlement dénoncé par un salarié et son licenciement pour pouvoir qualifier ce dernier de mesure de rétorsion et du coup entraîner la nullité du licenciement. Et que lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas directement au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement, mais que les griefs ne constituent pas une cause réelle et sérieuse, alors c'est à l'employeur de démontrer que le licenciement n'est pas en lien avec le harcèlement. Et il est important de pouvoir constater qu'ici, l'employeur considérait qu'il y avait eu un renversement de la charge de la preuve et que la Cour de cassation nie cela. Donc, de manière très concrète,
nous appelons à la plus grande vigilance lorsque vous devez procéder à un licenciement d'un salarié qui se dit harcelé moralement, parce que si jamais le dossier n'est pas assez solide, à ce moment-là, il va falloir établir qu'il n'y a absolument aucun lien entre le harcèlement moral dont le salarié se dit victime et la procédure de licenciement entamée. Sinon, la sanction est lourde pour l'employeur, c'est la nullité. Et donc, il est important de pouvoir traiter l'alerte du harcèlement moral, puisque dans les faits, il avait été reproché notamment à l'employeur d'être resté inactif par rapport à ces demandes de harcèlement. Donc, de manière très pratique, on le voit de manière assez récurrente chez nos clients. Lorsque un salarié sent qu'il pourrait être licencié, il se prétend harcelé. L'employeur se dit, bon, c'est assez facile comme contre-attaque, je la mets de côté et moi, je continue ma procédure. Eh bien, là, cette décision de la Cour de cassation nous incite à la plus grande vigilance et à traiter à tout le moins par une enquête, le cas échéant, en tout cas, la demande de harcèlement, enfin l'alerte de harcèlement pour s'assurer d'avoir un dossier plus solide, notamment lorsqu'il sera demandé devant le juge à l'employeur de prouver qu'il n'y a aucun lien entre le harcèlement et le licenciement. Alors, pour rester dans le thème du harcèlement et de l'alerte, un arrêt du 3 décembre dernier sur le droit d'alerte du CSE en cas d'atteinte aux droits des personnes. C'est un arrêt qui est assez compliqué et qui nous précise un certain nombre de choses assez intéressantes sur ce droit d'alerte du CSE. Alors pour mémoire, le CSE, les élus, disposent d'un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes qui fait l'objet d'un unique article dans le Code du travail, l'article L2312-59, et bien cet article, lorsqu'on regarde dans le Code du travail, on trouve assez peu de jurisprudence qui nous explique comment il convient de l'appliquer. La Cour de cassation ici, elle répond à plusieurs questions sur les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'alerte et par ailleurs de saisine du Conseil de prud'homme qui est possible via cet article. Alors dans l'affaire, en l'occurrence, 3 membres du CSE avaient exercé le droit d'alerte en adressant à l'employeur une lettre faisant état de plusieurs éléments. Ils relataient dans un premier temps que dans le cadre d'un litige prud'homal engagé par un salarié en vue d'un repositionnement conventionnel, la société avait produit un avenant au contrat de travail qui s'était révélé être un faux. Les élus indiquaient que cette pratique participait à la dégradation des conditions de travail dans l'entreprise et témoignait en réalité d'un harcèlement moral touchant la communauté des travailleurs. Et concernant le salarié à l'origine du litige, eh bien, ça portait atteinte à son avenir professionnel. Il demandait donc que soit diligentée une enquête. Et en marge de cette alerte, ils évoquaient également l'absence d'accès à certains documents dans la base de données économiques et sociales et environnementales de l'entreprise. Quelques semaines plus tard, l'employeur avait répondu à cette alerte en expliquant très clairement que eh bien, l'alerte qui avait été émise ne répondait pas aux conditions qui étaient prévues par le Code du travail à l'article L2312-59. Réponse du CSE et d'un syndicat, eh bien, on saisit le Conseil de prud'homme et on va voir comment va être tranché ce litige. Et donc, ce litige, eh bien, il a le mérite de nous apporter un certain nombre d'éclaircissements, notamment sur la recevabilité du droit d'alerte, mais aussi sur son périmètre. Alors d'abord, sur la recevabilité du droit d'alerte. Première question, est-ce qu'un syndicat peut agir en justice dans le cadre du droit d'alerte du CSE? La question pouvait se poser, et en l'occurrence, la Cour de cassation considère que, eh bien oui, un syndicat est recevable à agir parce que l'atteinte aux droits des personnes, eh bien, tout simplement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui est chargé de défendre le syndicat. Deuxième question, est-ce que l'alerte doit respecter un formalisme particulier? Réponse, encore une fois, sans appel de la Cour de cassation, non, aucune forme n'est prévue par les textes, donc l'alerte ne doit respecter aucune forme, elle peut être faite à l'oral, à l'écrit, et donc il n'y a pas de nécessité de faire les choses
par écrit selon un certain formalisme. Et dernière question, à laquelle répond la Cour de cassation, est-ce que le CSE peut exercer le droit d'alerte sur des faits qui touchent un salarié déterminé pour lesquels le salarié a lui-même agi? Réponse de la Cour de cassation, l'exercice du droit d'alerte par un élu n'est pas paralysé dans cette hypothèse. Les deux actions ont des objets distincts et le salarié défend ses intérêts individuels, le CSE va défendre les intérêts collectifs. S'agissant donc de la deuxième série de questions auxquelles répond la Cour de cassation, c'est sur le périmètre du droit d'alerte. Est-ce que le manque d'information de la BDESE relève du droit d'alerte? Est-ce que l'alerte fixe les limites du litige en cas de carence de l'employeur? Alors sur la première question, la réponse, là encore, est très claire. Le droit d'alerte ne couvre pas les litiges relatifs à la BDESE qui relèvent d'un régime spécifique qui est prévu par le Code du travail. Et donc, le CSE ne peut pas instrumentaliser l'alerte pour obtenir la communication de documents dans cette fameuse base de données. Deuxième question, est-ce que l'alerte fixe les limites du litige? Réponse de la Cour de cassation, l'alerte ne fixe pas les limites de litige. C'est-à-dire que le CSE va pouvoir évoquer de nouveaux faits qu'il n'avait pas, enfin, devant les juridictions et devant le Conseil de prud'homme, qu'il n'avait pas dans un premier temps évoqué dans le cadre de son alerte qu'il a émise à son employeur. Donc, conséquences pratiques, nous les avons mis sur la slide. Il faut évidemment réagir sérieusement en cas d'alerte et rapidement et anticiper le fait d'avoir peut-être à gérer des procédures rapides. Merci Lucas. Un arrêt qui porte sur le harcèlement managérial qui est reconnu par la Cour de cassation. Dans le contexte, vous vous souvenez de l'article 1152-1 du Code du travail qui nous dit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ce rappel est important à l'égard des faits de l'espèce puisque dans une boutique, plusieurs salariés se sentaient harcelés de la part de deux supérieurs hiérarchiques. Parmi les faits dénoncés, il y avait des pressions pour démissionner, du chantage, un manque de respect, des insultes. Et de nombreux salariés, du coup, avaient été arrêtés en lien avec le comportement de deux supérieurs hiérarchiques. La question qui se posait, c'était de savoir si ces faits qui visaient plusieurs salariés et non pas une salariée en particulier étaient recevables. La Cour d'appel répond par la positive en disant qu'effectivement, il était possible de reconnaître un harcèlement moral, mais l'employeur se pourvoit en cassation, estimant que la Cour d'appel n'avait pas caractérisé les faits précis et répétés de la définition que je vous ai rappelée, susceptibles de qualifier un véritable harcèlement. Donc, est-ce qu'il faut des agissements répétés subis personnellement par un salarié? Non, nous répond la Cour de cassation. Les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui avaient pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée étaient susceptibles d'altérer sa santé physique et mentale et suffisaient à caractériser le harcèlement moral de la salariée. Autrement dit, l'exigence que le harcèlement se manifeste pour un salarié déterminé ne signifie pas que les juges soient tenus de rechercher si le salarié demandeur a été personnellement visé par les actes de harcèlement. Il suffit en fait qu'il y ait une répercussion sur la santé du salarié des méthodes de gestion employées dans l'entreprise qui ne se mesurent pas aux actes commis contre le salarié, mais qui se mesurent en fait aux effets que ces méthodes de gestion entraînent sur lui. Cette jurisprudence de la Chambre sociale vient s'aligner par rapport à la jurisprudence de la Chambre criminelle qui reconnaît d'ores et déjà un harcèlement moral institutionnel, notamment lorsqu'il y a, par exemple, une politique mise en œuvre, une politique d'entreprise mise en œuvre pour dégrader les conditions de travail, ce qui est souvent reconnu lorsqu'il y a des réorganisations où les conditions de travail sont dégradées, où effectivement
on peut rechercher à quelques licenciements ou suppressions de postes, parfois par des méthodes de gestion assez rudes. Les conséquences pratiques, bien évidemment, vous l'avez compris, pour le salarié, c'est un allègement de la charge de la preuve, puisque à partir du moment où il y a un management qui est reconnu, on va dire, un peu toxique, il ne suffit pas de prouver que ce management se soit adressé directement et de manière répétée à son encontre, mais uniquement que ce management a eu des effets sur sa santé. De manière très pratique, il appartient à l'employeur de prévenir ces agissements et la formation des managers est un point très important. Et j'en profite pour faire un petit coup de pub. Nous formons et nous sommes certifiés Calliope. Nous formons chez nos clients les managers justement à reconnaître des situations de harcèlement pour les éviter et ne pas se retrouver justement dans le cas de figure de cet arrêt. La prochaine jurisprudence, est une jurisprudence du 27 novembre 2025, toujours de la Chambre sociale de la Cour de cassation, et qui traite de l'obtention en référé d'une provision sur l'indemnité de requalification du CDD en CDI. Donc, pour mémoire, lorsqu'un salarié saisit le conseil de prud'homme d'une demande de requalification de son CDD en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'1 mois suivant sa saisine. Donc, on a une procédure spécifique dans ce cas de figure. Est-ce que cette procédure accélérée, c'est la question qui se pose ici, est-ce que cette procédure accélérée, elle exclut le recours au juge des référés pour obtenir une provision à valoir sur l'indemnité de requalification du CDD en CDI? Donc, en l'espèce, il s'agissait d'une salariée qui a été embauchée en CDD en qualité de garde d'enfant à raison de 25 heures par semaine. Le motif de recours au CDD n'était pas précisé dans le contrat de travail, alors que, évidemment, le Code du travail l'impose. La salariée, en l'occurrence, n'avait pas sollicité la requalification de son CDD en CDI selon la procédure accélérée prévue par le Code du travail. Par contre, elle avait saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une provision. La Cour d'appel, ici, confirmant l'ordonnance de référé, avait condamné l'employeur à titre provisionnel. Et donc, la Cour de cassation saisit ce litige, elle est venue trancher, et elle vient nous dire que, eh bien, puisque le CDD ne respectait pas le formalisme obligatoire, puisqu'il ne comportait aucun motif de recours, eh bien, cela résultait, il en résultait qu'il n'y avait pas de motif sérieux, enfin l'employeur ne pouvait pas arguer d'une contestation sérieuse vis-à-vis du choix de la salariée de passer par le référé. Et donc, la juridiction pouvait parfaitement statuer en référé en l'occurrence. Et l'apport de cet arrêt, c'est qu'il faut garder en tête qu'un cumul est possible entre l'action en requalification et le référé provision lorsque le formalisme n'est pas respecté. On peut être attrait en qualité d'employeur devant la juridiction des référés en paiement d'une provision. Et pour finir, une jurisprudence selon laquelle les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, comme vous le savez, peuvent être électeurs dans cette entreprise s'ils sont présents dans les locaux et y travaillent depuis moins de 12 mois, au moins 12 mois continus. Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur l'employeur qui doit informer les salariés mis à disposition de ce droit d'option et quelles sont les conséquences d'un manquement à cet égard. Donc, l'obligation pèse sur l'entreprise utilisatrice et elle doit s'assurer que l'information est effective. Et si jamais elle n'est pas capable d'en justifier, la sanction est très sévère puisqu'elle doit annuler ses élections. De manière très pratique, en l'espèce, les juges du fond ont considéré que le protocole préélectoral ne précisait pas les modalités d'information. Donc, à contrario, pour vous, de manière très proactive, n'oubliez pas ce point de négociation dans votre protocole d'accord préélectoral.
Il faut s'assurer de se ménager une preuve de l'information. Donc, ce qui est toujours un peu délicat lorsque c'est l'entreprise utilisatrice qui ensuite transmet les informations à l'employeur, charge à l'employeur d'en informer les salariés. C'est à l'entreprise utilisatrice de s'assurer que l'entreprise employeur a bien transmis l'information au moyen d'une feuille d'émargement, au moyen de courrier. Donc, il est très important de se ménager une preuve puisque c'est l'entreprise utilisatrice qui seule supporte la charge de la preuve et qui seule encourt la sanction très rude de la nullité des élections, même si, s'agissant d'un contentieux de la régularité des élections, le délai est de 15 jours pour pouvoir contester les dites élections. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous sommes désolés, nous avons un petit peu débordé cette fois-ci, mais l'actualité était riche. Nous nous retrouvons au mois de mars pour notre prochain webinaire d'actualité. Merci beaucoup à tous. Merci à tous.